Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour, troisième épisode de notre mini-série de la Guilde sur le test embarqué, toujours avec Cédric Lefebvre. Cédric nous a présenté c'était quoi l'embarqué et les contraintes d'avoir un environnement avec toutes les contraintes dans l'automobile et dans le test embarqué dans les deux premiers épisodes. Dans le troisième, on va parler d'un sujet des fois qui fâche, c'est que des fois les tests nous mentent. Est-ce que c'est les tests qui nous mentent ou c'est nous qui avons pas bien préparé certaines choses? Là, c'est peut-être un peu les deux, mais il y a du bruit. C'est pas toujours évident dans des environnements complexes, quand tout n'est pas tout sec et qu'on doit quand même avancer. Toi, Cédric, tu nous as quand même indiqué il y avait quand même une notion de risque, d'humain, de nombreux tests qui doivent être faits. Comment tu appréhendes ça dans ton contexte de l'embarqué dans le domaine de l'automobile quotidien? Alors c'est sûr que les tests dans la conception, il faut faire extrêmement attention puisque il faut faire quand même une priorité en fonction des exigences que tu as ou des spécifications que tu as vérifiées, hein. On va se dire que le risque lié à un autoradio n'est pas le même que le risque lié à un ABS ou à un ESP. Le Ouais. risque de mort n'est pas le même, hein. Même si le volume est très fort, ça m'étonnerait que ça aille jusqu'à te tuer. Par contre, tout ce qui est ABS, ESP, même du contrôle moteur, hein, les contrôles moteurs, on a tendance à l'oublier, mais il y a deux événements très redoutés qui sont l'emballement du moteur Oui. voire et la perte de puissance à un moment donné qui est toujours très très fâcheux, comme par exemple tu es derrière un véhicule lent depuis un certain temps, tu peux enfin doubler et puis là tu mets à pied à fond dans la pédale d'accélérateur et puis pas assez Euh, de couple et quelque chose le camion qui arrive en face. Donc effectivement, il y a toutes des situations un peu particulières. Donc oui, je la dirais vitesse automatisée qui veut pas s'arrêter, ça arrivait dans les tout premiers modèles il y a une quinzaine d'années. donc oui, effectivement, donc il y a tous ces cas où en plus quand on fait du test au niveau, tu vois, du banc HIL, on est très bas dans le cycle de développement. On a énormément de combinatoires dans l'automobile. Donc il y a beaucoup Oui. d'exigences qu'on pourrait écrire en pseudocode, hein, qui sont souvent d'ailleurs écrites en pseudocode. Il y a beaucoup de. Pourquoi on fait beaucoup de également de model-based design, c'est parce qu'il y a beaucoup d'automates. Donc tu es dans un état, tu as des transitions qui doivent s'activer pour passer dans d'autres états. Donc en fait, on doit beaucoup également regarder la qualité des exigences qu'on va consommer, puisqu'elles sont écrites encore aujourd'hui, même si on fait beaucoup de model-based system engineering, hein, basé sur des modèles, justement pour faire en sorte que les modèles qui sont graphiques puissent faciliter la conception. Mais on reçoit encore beaucoup d'exigences écrites manuellement ou en langage naturel. Et malheureusement, certaines d'entre elles, bah, de temps en temps, sont fausses, sont incohérentes ou ne sont pas ou interprétables. Ça, c'est le pire. Ce qui engendre beaucoup de discussions quand on a des tickets d'incidents à créer, de se dire est-ce que c'est le logiciel qui est pas bon? Est-ce que c'est l'exigence qui est pas bonne? Est-ce que c'est l'environnement de test qui était défaillant? Est-ce que c'était mon test qui était pas bon? Donc ça, parfois, il y a beaucoup de, comment dire, Il faut se poser, entre, des questions en disant ça vient d'où, ouais. c'est que ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ben moi quand je pilotais les activités de test, on avait créé d'ailleurs certaines checklists Ouais. pour s'assurer que tous les fails n'étaient pas des faux positifs justement. Donc faux positifs, hein, on pense qu'il y a un problème et finalement il y en a pas. Donc effectivement, pour s'assurer que les tests sont de bonne qualité, il y a rien de tel que finalement que la formation par rapport aux techniques de test pour savoir comment couvrir. Est-ce qu'on couvre suffisamment? Est-ce qu'on couvre pas trop? Est-ce que les jeux de données qu'on utilise sont les bons? Faut pas oublier que les produits qu'on va tester sont des produits qui sont souvent génériques. Donc on a des logiciels génériques pour lesquels on va activer en fonction d'une certaine calibration une partie ou pas du logiciel. On a beaucoup de choses qui étaient encore très communes entre les moteurs essence et diesel, et donc on avait des calibrations par exemple sur le type de carburant. Donc tout ceci, il faut en tenir compte. De même que par exemple les régulateurs de vitesse, il y a toujours des seuils d'activation qui sont prédéfinis mais qui ne seront pas forcément celles du pays dans lequel le véhicule va être commercialisé. Donc ne pas oublier de changer toutes ces choses qui semblent être fixes dans les spécifications, mais qui ne le seront pas dans le code, est extrêmement important. Donc, toutes les calibrations que tu peux modifier,
par exemple, il faut le faire. Vous arrivez, par exemple, pour vérifier que un diagnostic électrique remonte bien en 2 secondes, bah, de changer cette valeur, de la passer à 4 ou 5, juste pour s'assurer que la calibration pointait bien sur la bonne chose dans le logiciel. Donc ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. Ça permet de voir un certain nombre de problèmes. Donc effectivement, l'information, la quantité, et puis après, il faudra pas oublier non plus il y a l'expérience métier, l'expérience du produit qui joue énormément. C'est pour ça qu'on aime bien d'abord, par la montée en compétence de nos collaborateurs, leur faire d'abord exécuter, souvent manuellement, des fiches de test écrites par d'autres, pour qu'ils appréhendent très bien les outils d'environnement de test, pour qu'ils appréhendent très bien les systèmes ou les fonctionnalités qu'ils auront ensuite à éprouver, et ensuite pour avoir un avis critique finalement sur l'exigence, voire même sur le cas de test qu'on leur demande d'exécuter. Parce Et que puis il y a quand même un élément un peu complexe. C'est que tu testes un élément technique avec des interfaces, avec des choses, oui, tu des signaux électriques, tu vois? tout à Mais fait. derrière ce signal électrique, c'est un geste humain, peut-être pour mettre une pédale ou des choses comme ça et de se dire peut-être que est-ce que je fais un cas de test qui est en fait humainement impossible, qui est possible quand je vois tous mes états de transition, mais qui en fait, c'est un cas d'usage qui ne peut jamais arriver parce que on peut pas, voilà, Ou on très peut pas rarement, appuyer par en même exemple. temps sur ces enfin, c'est improbable ou ça peut arriver Oui, enfin, souvent voilà. ça peut arriver, tu vois, pour désactiver un régulateur de vitesse, tu peux appuyer sur l'embrayage ou sur la pédale de frein. Bon, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont appuyer sur les deux en même temps? À part Sébastien Loeb qui est capable de le faire avec son seul pied, gauche pour le faire, mais bon, plus complexe pour le commun des mortels. Mais t'as raison, il y a des situations où la difficulté, c'est de se projeter et de prendre l'exigence qui est écrite avec des noms de variables, des noms de paramètres, et de se dire, mais physiquement, à quoi ça correspond dans la vraie vie? C'est ça. Et puis, il faut pas oublier non plus que, à notre niveau, hein, quand on est au niveau du testeur et pas du développeur, notre logiciel, c'est une boîte noire qui est dans un calculateur. Et on a accès à très peu de variables internes. Donc, ça veut dire qu'une fonctionnalité que tu vas amener à tester n'est pas forcément directement reliée à une pin du calculateur, que ce soit en entrée ou en sortie. Donc, parfois, pour l'activer, tu es obligé d'activer une autre fonctionnalité qui va pouvoir permettre d'avoir une entrée que tu souhaites. Et tu pourras même pas forcément observer la sortie de manière directe, mais par l'impact qu'elle a sur une troisième fonctionnalité. Tout ça, c'est assez complexe déjà à mettre en place. Mais en plus, si tu as un fail à la fin en tant que résultat, alors là, pour savoir d'où vient le problème, bah, faut croiser avec les tests des autres, etc. Donc c'est pas simple. Et pourtant, Ouais. c'est important parce que mettre le ticket d'incident sur le mauvais composant, ben déjà, c'est prendre du temps pour rien, c'est analyser pas mal de logs pour rien. Donc effectivement, faut faire extrêmement attention dans la qualité des tests que l'on fait. Et puis aussi, bah, de temps en temps, on a des faux positifs qui arrivent. Alors souvent, c'est parce qu'on a on va dire des non-conformités entre le logiciel qu'on teste et la fiche de test qui n'a pas été mis à jour par rapport à l'évolution de l'exigence, ou le matériel de test n'est pas à la bonne version pour pouvoir émettre le signal, ou alors c'est le collaborateur qui, pour des raisons de facilité, ne suit pas les étapes dans l'ordre qui ont été définies dans le cas de test, mais dans un ordre qui lui semble plus facile, mais malheureusement, si tu fais l'étape 1, c'est peut-être pour entrer dans un premier mode qui va t'ouvrir les étapes 2 et 3, alors que dans l'autre sens, bah, ça fait pas du tout le même résultat. Et puis, faut pas oublier que c'est comme tu l'as dit, hein, ce sont des systèmes de plus en plus complexes, avec beaucoup d'interactions. Euh, Avoir en tête l'ensemble des exigences d'un système par un être humain, ça devient de plus en plus Ah oui, difficile. ça reste des outils, de technologie électronique et informatique, les voitures, encore plus avec les voitures électriques. Et puis, on a souvent, nous-mêmes, en tant que centre de service, des contraintes de temps. Donc, qui dit du contrainte de temps, dit du stress aussi pour le collaborateur. Parfois, des tests qui sont pas toujours très sympathiques, mais très répétitifs, où tu vas juste Ouais. changer une valeur. Et Et donc, tu faut t'es se trompé, dire ouais. que, Ouais, bah, c'est ça. En fin de journée, tu as plus de risques d'avoir le collaborateur qui s'est trompé parce que moins attentif, parce que fatigué. On reste Et des êtres humains, ouais. c'est ça. Donc, tu as la faillibilité de l'être humain qui fait que, bah, le sachant, toi, en tant que test manager, bah, tu dois mettre en place des stratégies pour que, avant de livrer ton rapport au client, tu puisses t'assurer par un certain check, est-ce que ce fail, c'est un fail? Est-ce que, bon, la chance qu'on a dans l'automobile, c'est qu'on a pas mal de logiciels qui sont génériques, et qu'on va tester du coup sur différents calculateurs ou différents projets. Donc on est capable de faire de la cohérence, puisque si le logiciel est générique, bon, les rapports doivent être très très proches d'un projet à un autre, donc on fait de la cohérence. On peut demander à des collaborateurs plus expérimentés de vérifier. En tout cas, on est capable de se créer des checklists par probabilité
d'erreur humaine ou par probabilité de situation. Non, mais on voit toute l'importance. Voilà, il faut être très vigilant, toujours sur les faux positifs et les faux négatifs, mais dans l'embarqué, ça devient quelque chose où il faut être très attentionnel et de se dire, attends, le résultat il est bon, mais est-ce qu'il est vraiment bon? Le résultat il est faux, est-ce qu'il est vraiment faux? Et si oui, comment je déroule la pelote de laine pour savoir la vraie cause racine dans un système de plus en plus complexe. Ce qui est le plus grave pour nous, je dirais, c'est pas forcément les faux positifs, parce que finalement, on va s'en rendre compte à un moment donné. Ouais, C'est c'est le faux plutôt les faux négatif. négatifs. C'est les faux négatifs, avec souvent des trous dans la couverture. Ou alors le pire pour nous, centre de service, c'est quand, parce que finalement, on n'en a pas parlé, mais tous les tests dont j'ai parlé tout à l'heure, tous les environnements dont j'ai parlé précédemment avec le MIL, le HIL, sont faits généralement par des équipes différentes. Un testeur ne fera jamais tous les tests d'un produit du début jusqu'à la fin. Ils sont vraiment très spécialisés. Ouais, c'est Et donc ciblé. souvent, quand il y a un fail qui apparaît, la première question à se poser, c'est est-ce que ça aurait pas dû être vu par l'équipe précédente? Et donc, dans ce cas-là, il y a certains indicateurs qui sont mis en place par nos autres clients pour nous challenger sur notre capacité à voir l'ensemble des défaillances par rapport aux situations, par rapport au taux de couverture. Ouais, mais je trouve que c'est une bonne chose, parce que qu'il y ait des loupés, ça peut arriver, mais de se dire, la prochaine fois, il faut qu'on le voit, parce que ce cas d'usage, là, c'est vrai que c'est dans cette nouvelle configuration, bah, on pouvait pas l'anticiper, donc on le rajoute Et puis, dans nos dans nos assets de test. et puis, il y a des situations que tu peux pas imaginer en tant qu'être humain. Moi, je me souviens, alors je faisais pas encore du test, mais je faisais de la conception d'exigences justement pour des mesures de température sur la ligne d'échappement. Et sur les lignes d'échappement, en fait, bah, quand tu es très proche du moteur, tu es très proche des 900, 1000 degrés. Et quand tu es plus loin, t'es beaucoup plus faible, mais ça reste relatif, hein, on est 300, 400. Et ce qui se passe, c'est que les capteurs qu'on utilise ce sont des capteurs très basiques, hein, ce sont des thermistances. Donc, elles n'ont pas une plage de mesure aussi grande que ça. Donc, tu es obligé de les utiliser pour les mettre dans une plage qui t'intéresse. Mais le démarrage du diagnostic ne peut être fait que quand tu es sûr que tu es dans la bonne fenêtre de température. Donc, du coup, on s'était dit, voilà, en bout de ligne d'échappement, c'est généralement plus froid que proche du moteur. Donc, si tu es sûr que en sortie d'échappement, très très loin, tu es à 300 degrés, ça veut dire que celui qui est en amont, je sais pas, du filtre à particules, il a peut-être 100 degrés de plus, etc. Donc, on peut remonter la chaîne. À un moment de se dire, bah, en sortie de mon moteur, là, je suis certain que je suis au moins à 800 degrés, donc je peux lancer ou autoriser en tout cas le diagnostic pour éviter qu'il me remonte de fausses informations. Et ça marche très bien, quasiment tout le temps. Et une fois, j'ai un collègue qui faisait des tests, je crois que c'était en hiver, ben, du côté de Sochaux, hein, parce que c'était pour Stellantis, et il m'appelle en me disant, bah, j'ai un diagnostic qui est remonté et à tort. Et quand il me décrit la situation, effectivement, la personne était en train de faire une descente de colle. Une descente de colle, tu l'as fait au frein moteur. Du coup, bah, tu n'injectes pas, tu chauffes pas. Et particulièrement là, la seule partie qui se refroidit en premier, c'est finalement le moteur, puisqu'il absorbe de l'air qui est froid. Et donc, c'est la seule situation où, quand tu es proche du moteur, tu es plus proche pendant un certain temps que lorsque tu en es loin, où l'inertie n'a pas encore eu le temps où le froid n'a pas encore eu le temps d'arriver et de refroidir. Pas Donc, c'est très rigolo. particulier. C'est très particulier. Et ça, tu peux Ouais, jamais ça l'imaginer. doit être exceptionnel de faire un diagnostic à ce moment-là, mais ça peut arriver. De toute façon, les diagnostics, on les fait en permanence, hein, ça tourne à une certaine récurrence, mais à cause de cette plage de température qui n'est mesurable que sur une certaine restriction, on autorisait le diagnostic. Mais là, on n'avait jamais imaginé ce cas particulier où plus t'es proche du moteur, bah, plus t'es froid. Eh ben, comme quoi on en découvre tout le temps. En tout cas, c'était super intéressant cette anecdote et cet épisode sur les faux positifs et les faux négatifs. Encore une fois, merci Cédric de nous partager j'ai envie de dire, de lever le capot du test embarqué, hein, si on reste dans une image de l'automobile. Donc merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Restez avec nous pour le 4e épisode où on va parler vraiment des bugs et de leur impact que tu peux voir dans l'automobile et dans l'embarqué. Est-ce que ça change par rapport aux tests dans le monde du web ou du mobile aujourd'hui? Restez avec nous sur la Guilde pour ce 4e épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.